Ils sont jeunes, engagés, et porteurs d'un message fort, celui de la paix, du dialogue et de la responsabilité citoyenne. Dans le cadre de l'émission La Voix des jeunes, organisée et financée par la CIED, des voix s'élèvent pour construire un avenir électoral apaisé. À l'approche des élections présidentielles et législatives de 2025, cette initiative met en lumière une jeunesse consciente, mobilisée pour prévenir les violences et promouvoir la réconciliation durable. À travers des échanges entre jeunes issus des partis politiques et de la société civile, le dialogue devient un outil puissant contre les tensions électorales. La Voix des jeunes, c'est plus qu'une émission. C'est un appel à l'action, une plateforme d'influence, et un souffle nouveau pour une démocratie inclusive et pacifique. Rejoignez le mouvement. Écoutez, partagez, engagez-vous. Bonjour chers tous, nous espérons que vous allez bien. Bienvenue à l'émission La Voix des jeunes, une initiative menée par la CIED et ses partenaires. Elle a pour objectif de donner la parole aux jeunes pour s'exprimer sur les questions d'actualité. Je suis mademoiselle Maïmouna Zeynab, je suis chargée de présenter la première de l'émission. Je suis accompagnée aujourd'hui de 3 invités qui vont nous éclairer davantage sur notre thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui est le rôle de la jeunesse dans la consolidation de la paix avant, pendant et après les élections. Bonjour à vous, chers invités. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, merci à vous d'avoir répondu favorable à notre invitation. Je vais vous donner la parole pour vous présenter. Mademoiselle, la parole vous est accordée. Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, avant de me présenter, j'aimerais remercier la CIED pour cette lucane qu'elle nous accorde. Alors, moi, je suis Maïmouna Kwaku, responsable de la commission Femmes, Paix et Sécurité au niveau du réseau Youth for Peace Côte d'Ivoire, initié par le réseau OneUp également. Et c'est un véritable honneur pour moi d'être là aujourd'hui parce que il s'agit de la jeunesse, de l'implication de la jeunesse et qui de mieux placé que nous-mêmes pour parler des choses qui nous concernent. Bonjour à tous. Avant tout propos, je tiens à remercier la CIED de me recevoir sur ce plateau. C'est un plaisir pour moi d'y être. Je réponds au nom de Doumbia Mohamed, juriste et analyste de la vie publique. Comme je l'ai marqué à l'orée de mon propos, c'est un plaisir pour moi d'y être vu le thème concernant la jeunesse. Étant jeune et le fait de prendre part à ce sujet, c'est vraiment un point vraiment important pour moi et tout ce qui concerne la société, plus particulièrement la jeunesse, c'est quelque chose qui m'intéresse plus puisque la jeunesse constitue en quelque sorte l'avenir de notre nation. Merci de me recevoir. Bonjour, je suis Adama Konaté, master en droit international et humanitaire. Je suis très honoré aujourd'hui d'être ici pour pouvoir parler d'une question qui me tient énormément à cœur, la paix. Au-delà de tout ce qui a été dit, il faut dire que nous, les jeunes, nous sommes les mieux placés pour pouvoir parler de la paix, de la consolidation de la paix dans notre État, notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Et j'espère que nos contributions pourront en tout cas être entendues par les autorités compétentes, par qui de droit. Les présentations étant faites, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je tiens à rappeler le thème. Il s'agit du rôle de la jeunesse dans la consolidation de la paix avant, pendant et après les élections. Rebonjour mademoiselle. La première question vous êtes adressée du moins. Dans une perspective citoyenne et politique, comment définir la jeunesse en tant qu'acteur social et pourquoi son implication est-elle stratégique dans les dynamiques de consolidation de la paix en Côte d'Ivoire? Alors, merci pour cette question. Et je suis vraiment très heureuse d'ouvrir le bal en tant que femme. Ça prouve que les hommes ici sont galants. Alors, la question c'est, dans une perspective citoyenne et politique, comment est définie la jeunesse en tant qu'acteur social et pourquoi son implication était stratégique dans les dynamiques de consolidation de la paix en Côte d'Ivoire? Alors, moi déjà, avant de répondre même à la question, il faut déjà dire ce qu'on entend par acteur social. Moi, quand je parle d'acteur social, j'entends ici tout groupement de personnes ou tout individu qui, de par son comportement, de par ses actions, participe à la vie collective, à la consolidation de la paix et au renforcement du tissu social. Et quand on regarde un peu en Côte d'Ivoire, par exemple, la population est constituée à 70% par les jeunes. Et naturellement, on se rend compte que cette jeunesse-là est une véritable force pour maintenir la paix en Côte d'Ivoire. Quand on retrace un peu l'histoire politique, on se rend compte que cette jeunesse n'a pas toujours été utilisée selon ses valeurs, selon sa propre valeur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on a toujours tendance à utiliser cette jeunesse-là, à la marginaliser, à l'instrumentaliser à des fins parfois politiques, donc pour des intérêts personnels. Alors, il est temps que cela change maintenant. Nous, en tant que jeunes, nous devons avoir pleinement conscience
du rôle que nous devons jouer dans ce processus de paix. Mais de manière stratégique, quel rôle cette jeunesse doit jouer? La jeunesse, il faut que vous le sachiez, la jeunesse représente l'énergie, l'innovation, la vivacité. Et de par ses comportements, de par ses actions, elle peut soit renverser le processus électoral dans un climat de guerre, ou soit elle peut amener cela dans un climat de paix. Et donc, on comprend ici que la responsabilité de la jeunesse est très immense. Et donc, concrètement, qu'est-ce que la jeunesse doit faire avant, pendant les élections pour maintenir ce climat de paix, pour préserver notre beau pays, la Côte d'Ivoire? Alors, je commence déjà par avant. Avant les élections, quel est notre rôle concrètement, nous, en tant que jeunes, pour favoriser ce climat de paix? Nous devons d'abord nous instruire sur ce que c'est que la citoyenneté. Nous devons d'abord nous instruire sur ce que c'est que la citoyenneté et sensibiliser les autres. Naturellement, avant de sensibiliser quelqu'un, il faut que toi-même tu sois sensibilisé. Donc, prendre part à des ateliers de formation sur la citoyenneté. Et aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et il y a des intelligences artificielles qui se développent de plus en plus. Et aujourd'hui, il est facile de falsifier des informations sur les réseaux. Et comme je le disais, nous sommes à l'ère du numérique et les jeunes sont au cœur des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, il est très facile de retrouver des fake news. Donc, il faut faire très attention en tant que jeune. Il est de notre responsabilité, lorsqu'on voit une information, de vérifier à travers 2 ou 3 sources pour voir est-ce que l'information est la même partout avant de se faire une idée. Et aussi éviter les discours de haine. Parce que souvent, c'est ce que les hommes politiques utilisent. Ils utilisent les clivages ethniques. Ils font des discours de haine qui font que les jeunes se montrent les uns contre les autres. Et aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de ça. Maintenant, après les élections, qu'est-ce que les jeunes doivent faire concrètement? Après les élections, il faut qu'on comprenne que le vote, c'est un droit, c'est un moyen, c'est le canal par lequel on va aller choisir la personne qui va nous diriger au minimum 5 ans. Donc, il faut peser l'importance de ce stade-là. Mais il ne faut pas aller voter sur la base des appartenances ethniques, mais voter sur la base du programme que les gens ont à nous proposer. Et si vous partez voter que les résultats sortent, qu'est-ce que vous faites? Vous acceptez les résultats qui sortent. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'il ne faut pas manifester en cas de mécontentement. Mais comment est-ce que cette manifestation-là se fait? Est-ce par la violence? Moi, en tant que jeune, je dirais non. Si vous n'êtes pas content des résultats qui seront annoncés, vous devez saisir les organes compétents pour faire part de votre réclamation et attendre que les choses se fassent et non pas en détruisant les biens publics. Et en tant qu'étudiant, vous êtes d'accord avec moi que détruire le bus, c'est pas vraiment bénéfique pour nous parce que quand tu vas finir de détruire, comment est-ce que tu fais pour te rendre au campus, par exemple? Merci à vous, madame, d'avoir répondu à cette question et vous avez évoqué en long et en large les volets de cette question. Dans l'Assemblée, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait répondre également à cette question, apporter un autre point de vue complémentaire à la question? Oui, effectivement, je souhaitais réagir à cette question. Je voudrais, à la suite des propos qui ont été tenus par ma consoeur ici présente, je souhaiterais venir sur la question même de la définition de ce que c'est les jeunes. Il faut déjà dire que au plan international, il n'existe pas de consensus sur la définition des jeunes, mais pour des fins de statistiques, l'Organisation des Nations Unies va définir un jeune comme toute personne ayant entre 15 et 24 ans. Et il faut en même temps souligner qu'en Côte d'Ivoire, selon le site officiel du ministère de la Jeunesse, du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'institution professionnelle du service civique, est définie comme jeune toute personne dont l'âge est compris entre 0 et 35 ans. Et donc, quand on regarde ces chiffres-là, il faut comprendre que aussi, avec les statistiques qui ont été données par le dernier rapport, on estime que plus de 77% des jeunes ont moins de 35 ans. Donc, cela dit, on doit comprendre tout de suite la place importante que les jeunes doivent prendre dans tout ce qui se passe dans la nation. Avec les jeunes, il faut dire qu'on pourra régler tous les maux qui minent nos sociétés. Merci à vous d'avoir répondu à cette question qui semble être pertinente pour notre sujet. Nous allons passer à la deuxième question qui est adressée à notre juriste du jour, l'un de notre juristes du jour. Il s'agit de dans quelle mesure la participation de la jeunesse ivoirienne au processus électoral et démocratique peut-elle être reconnue et encadrée par le droit ivoirien? Merci bien, très cher, pour cette question que je pourrais déterminer d'épineuse. Ce qu'il faut savoir ici est que la démocratie ne vit pas uniquement dans les institutions. Elle se vit dans la participation des citoyens. Et en Côte d'Ivoire, lorsqu'on parle des citoyens, il faudrait en premier lieu jeter un coup d'œil sur la jeunesse. Pourquoi la jeunesse? Parce qu'elle représente 70% de la population. Ce qui revient à dire qu'aucun processus démocratique, aucune élection ne pourrait être crédible
si la jeunesse n'y est pas pleinement associée. Mais cette participation n'est pas une question de volonté, c'est une question de droit, une question juridique. Et pourquoi je dis ça? Le droit ivoirien, plus précisément à travers la Constitution et le Code électoral, reconnaît fermement ce droit à la jeunesse, ce droit à la participation aux jeux démocratiques. Et c'est dans cette optique, je dirais qu'il y a deux questions qui font face. Comment cette reconnaissance a-t-elle été encadrée dans les textes juridiques? Et jusqu'à où va-t-elle dans le sens au plus large? Et je prendrai le temps d'analyser ces deux questions dont j'ai mis en œuvre. En premier lieu, nous allons nous prononcer dans le cadre constitutionnel. Pourquoi le cadre constitutionnel? Sachant bien que la Constitution est en quelque sorte au niveau de toute norme nationale, c'est-à-dire loi nationale. La Constitution ivoirienne, plus précisément dans le préambule, donne le droit de vote à tout Ivoirien ayant eu l'âge de 18 ans. Ce qui revient à dire, un individu ayant obtenu l'âge de 18 ans peut se permettre de participer à la vie politique, au jeu démocratique, puisque c'est la Constitution elle-même qui lui donne ce droit. Raison pour laquelle je dis, le droit de vote n'est pas une obligation, mais c'est un acte de citoyenneté. Alors, c'est ce que la Constitution nous fait savoir. Qu'en est-il du code électoral, ainsi que les conditions d'éligibilité? Je pense que lors de plus analyse, vous allez savoir pourquoi je parle de conditions d'éligibilité. En premier lieu, le code électoral valide toute personne ayant obtenu l'âge de 18 ans à se prononcer pour participer au jeu démocratique, comme je l'ai dit à l'orée de mon propos. Alors, lorsqu'une personne a 18 ans, ce dernier peut participer pleinement au jeu démocratique. Condition d'éligibilité dont j'en ai parlé tout à l'heure est que, à partir de 25 ans, un jeune peut être député. 35 ans, il peut participer à l'élection présidentielle. Et on voit ici que le code électoral permet à tout jeune de se prononcer, de prendre part au jeu démocratique. Et je dirais en quelque sorte, avec une analyse pour terminer, est que la loi ivoirienne donne une marge vraiment à la jeunesse pour pouvoir participer au jeu démocratique. Mais lorsqu'on fait un constat pour être réaliste, est que la jeunesse s'abstient de la politique. Pourquoi je dis s'abstient? Plein de personnes sont au chômage et lorsqu'on entend politique dans le milieu africain, on voit directement la violence et autres. Mais ça, ce n'est pas ce qu'on doit entendre en premier lieu de la politique. Si ce sont les tests juridiques qui valident la participation à toute personne ayant l'âge de 18 ans, alors je dirais que tout jeune peut prendre part au jeu démocratique, cordialement. Après avoir défini la jeunesse, donné son implication dans le processus de consolidation de paix et planté le cadre juridique par M. Doumbia, nous allons passer à la troisième question qui rentre dans notre sujet. La troisième question, quel levier d'action la jeunesse peut-elle mobiliser en tant qu'acteur de prévention des conflits dans un contexte électoral, notamment en amont et pendant les scrutins? Et cette question est adressée à M. Adama Konaté. Et donc, vous savez, nous sommes en train de parler de plus de 77% de la population ivoirienne. C'est plus de 20 millions d'individus dont on parle sur plus de 30 millions de personnes. Alors, il va sans dire que les jeunes doivent véritablement prendre une part active dans tout le processus démocratique. Avant les élections, je souhaitais qu'on puisse retenir trois expressions: l'information, l'éducation civique et le dialogue communautaire. Déjà, il faut entendre par information le fait que les jeunes doivent véritablement aller vers les bonnes informations. Qui parle de bonnes informations parle des sources fiables. Et au-delà de l'information, comme je le disais, on va parler par exemple du dialogue communautaire. Parce que les jeunes, en fait, sont amenés aussi à pouvoir avoir une part active dans les différentes communautés. Un jeune qui parle de dialogue communautaire, c'est une personne aussi qui, au-delà des clivages ethniques, politiques et religieux, arrive à s'asseoir avec d'autres pairs de d'autres horizons et ensemble, ils arrivent véritablement à discuter. Et je parlais également du deuxième point qui était l'éducation civique. Alors, comme le frère Doumbia le disait, effectivement, la citoyenneté fait véritablement partie de toutes ces choses-là. Un jeune qui est bien formé à la citoyenneté saura qu'il faut véritablement participer aux élections, saura qu'il faut respecter les décisions de nos institutions, va savoir qu'il ne faut pas boycotter, par exemple, les élections. Alors, au-delà de ce qui était dit avant les élections,
on pourra parler de la question de pendant les élections. Qu'est-ce qu'un jeune doit faire véritablement pendant les élections? Et pour répondre à cette question, je dirais que la mission des jeunes, elle est triple. C'est d'abord surveiller les élections. Il faut aussi informer les élections et par derrière pacifier les élections. Déjà, je vais aller point par point. Quand on parle de surveiller les élections, c'est que les jeunes pourront, en fonction de leurs différentes communautés respectives, se mettre en communauté, s'engager, pourquoi pas, pour pouvoir faire passer véritablement des messages de paix, des messages de sensibilisation. Les jeunes pourront également informer de tout ce qui sera en train de se passer dans les différentes communautés. Et j'estime qu'en mettant toutes ces choses ensemble, on pourra véritablement faire de la Côte d'Ivoire, ou du moins on pourra avoir des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Merci à vous d'avoir répondu à cette question. Après avoir en quelque sorte balisé sur le thème qui nous réunit aujourd'hui, nous allons poser une deuxième question à Monsieur Doumbia Mohamed. Et la prochaine question est sur la thématique de la manipulation des jeunes, parce qu'on voit que plusieurs jeunes sont manipulés par des acteurs politiques. Et cette question adressée à Monsieur Mohamed Doumbia Mohamed: quelles stratégies peuvent être mises en place pour renforcer la résilience politique de la jeunesse face aux tentatives de manipulation par les acteurs politiques en période électorale? Je dirais que c'est une question fondamentale. Pourquoi je le dis? Si la jeunesse est vraiment le cœur battant de notre démocratie, il faudrait aussi savoir quelle est la fragilité en période électorale. Et pourquoi? La jeunesse est à la fois la majorité numérique de notre institution, de notre société, et elle est ainsi la vulnérabilité plutôt en période électorale. Et c'est ce que les acteurs politiques ont bien compris. Donc, à chaque processus électoral, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire l'appel aux jeunes, et parfois, les jeunes sont souvent manipulés, utilisés en tant qu'arme pour la bagarre et autres. Ce qui devait être l'idée des jeunes, c'est de comprendre leur rôle et de connaître réellement ce qu'ils doivent faire pendant le processus électoral. Car lorsqu'on voit certains comportements et autres, on dirait que la jeunesse ne sait pas ce qu'elle doit apporter réellement en période électorale. Alors, je prends le soin d'éclaircir cela pas à pas. En premier lieu, au niveau de l'éducation civique. Je dirais que cela doit être un point fort pour tout un chacun. Tout jeune doit participer à des sensibilisations. Lorsque les sensibilisations sont faites par différentes institutions, ils doivent y prendre part pour connaître leurs droits, connaître ce qu'ils doivent faire en société. Mais lorsqu'ils ne connaissent pas, ils pensent qu'ils sont utilisés en tant que, je dirais, des armes pour créer le désordre et autres. Sur ce point, je dirais qu'une jeunesse consciente est manipulable. C'est lorsque la jeunesse ne sait pas son rôle dans la période électorale qu'elle se transforme en âme plutôt de bagarre. Et le second point, c'est au niveau de l'autonomisation financière. Pourquoi j'aborde ce volet? Lorsqu'on fait un constat, on a tendance à voir que les acteurs politiques arrivent à influencer les jeunes avec de l'argent ainsi que la promesse d'emploi. Un jeune qui passe toute une journée, qui a l'habitude surtout de passer toute une journée à la maison sans rien avoir. L'acteur politique lui propose, je dis rien comme, je lui dis n'importe quoi, un billet de 5 000 pour lui dire, si tu viens pour une telle manifestation, tu auras ce billet de 5 000. Il préfère aller à cette manifestation qu'au lieu de rester à la maison et ne rien avoir. Le second point est que certains acteurs politiques approchent la jeunesse pour leur dire, bon, après telle manifestation, si je viens gain de cause, je te donne un emploi. Donc là, le jeune se dit quoi? Alors, l'idéal pour nous serait de prendre part à cette manifestation et demain, j'aurai gain de cause, j'aurai un emploi pour subvenir à mes besoins et autres. De raison pour laquelle je dis, il faudrait que l'État ivoirien met en place et aide tout jeune qui se prononce pour l'entrepreneuriat. Car lorsque le ventre est vide, le discernement fonctionne. C'est lorsqu'on a faim qu'on se permet de faire certaines choses négatives. Et il y a un point aussi qui concernant la solidarité, l'enseignement de fraternité et autres. Il faudrait que certains jeunes savent que la politique ne se résume pas aux appartenances religieuses ni ethniques. L'Ivoirien a tendance à attribuer un parti politique à un autre en fonction de son nom, sa religion et même son ethnie, chose qui est scandaleuse. Il faudrait que cela soit enseigné aux jeunes, que les jeunes connaissent réellement quel est leur rôle en société. Le rôle de la jeunesse dans
dans le processus électoral, c'est d'amener à une élection apaisée et autre. Et je pense que j'ai en quelque sorte fait le décor de tout. Merci à vous, Monsieur Doumbia, d'avoir répondu à cette question. Il me semble que Mademoiselle Kwaku Maïmouna souhaite apporter un additif à la question. Mademoiselle, vous avez la parole. Alors, merci de me redonner encore une fois la parole. Toujours dans le même sens que mon confrère Doumbia, je voulais rajouter que quand on manipule quelque chose, c'est qu'il y a de la matière à manipuler. Et de la manière que tu te vends, c'est comme ça qu'on t'achète. Et cette jeunesse ivoirienne a eu trop tendance à montrer qu'on était là que pour des billets de 1000 francs ou pour des billets de 5000. On n'a pas montré à ces hommes politiques que ce sont les programmes véritablement qui nous intéressent. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? Quand les périodes électorales arrivent, ils utilisent nos faiblesses, nos problèmes, nos maux de tous les jours pour venir nous exploiter. Et c'est exactement ce qui se passe. Un jeune qui est là, le chômage accru, le taux de chômage accru en Côte d'Ivoire. Un jeune qui est là, peut-être, et vous le savez, les hommes politiques, ils ont ce qu'on appelle la langue de bois. Ils viennent toujours avec des promesses, des promesses, des promesses. Mais une fois qu'ils arrivent au pouvoir, même une de ces promesses, ils n'arrivent pas à les réaliser. Et donc, pour le jeune qui est là, qui a entendu tellement de promesses, mais qui n'a jamais vu de réalisation, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, de toutes les manières, j'ai voté pour tel, il est arrivé au pouvoir, il n'a jamais rien fait pour moi. Celui-là, au moins, c'est vrai que peut-être il vient avec des promesses, mais au moins, il me propose 5000 francs pour aller le voter. Au moins, j'ai 5000 francs pour manger la journée. Alors que depuis combien d'années, l'autre, il est là. Et pour terminer, ce que je voulais dire, ce qu'on doit développer, nous, en tant que jeunes, c'est l'esprit patriotisme. On doit être des patriotes. On doit aimer la patrie. C'est-à-dire, au-delà d'être baoulé, d'être sénoufo, d'être agni, on doit tous être ivoiriens. Si, par exemple, un individu est en train de marcher dans la rue, on dit, toi, tu es quelle ethnie? Tu dis, je suis simplement ivoirien. Que je sois du nord, de l'est ou de l'ouest, ça n'a pas d'importance parce que ce sont les clivages ethniques que ces hommes utilisent pour nous disperser. Merci. Merci à vous, mademoiselle, d'avoir répondu à cette question et vous avez évoqué un point vraiment important. Chaque Ivoirien doit se sentir ivoirien avant de se sentir baoulé, sénifo ou autre. On va passer à la prochaine question qui est adressée à monsieur Adama Konaté et la question est la suivante. Quel est l'impact des mécanismes juridiques de protection des droits des jeunes sur la stabilité politique en période électorale? Monsieur, vous avez la parole. Déjà, comme on le dit, lorsque les droits des jeunes sont respectés, on se retrouve automatiquement avec des populations, des jeunes qui font véritablement confiance aux différentes juridictions, aux différentes institutions. Je vais peut-être prendre un exemple simple. Un jeune qui aujourd'hui dénonce un fait de société et qui tout de suite se retrouve peut-être poursuivi par les autorités étatiques et autres, automatiquement, ça va créer de la méfiance entre les institutions. Et au-delà de tout ça, je pense que nos institutions judiciaires aujourd'hui doivent traiter véritablement la question de l'impunité. Il faudrait qu'aujourd'hui, on puisse être amené à pouvoir poursuivre véritablement une personne qui commet une infraction. En même temps qu'on le fait, il faudrait que, par exemple, on puisse avoir des institutions fortes qui nous amènent aujourd'hui à pouvoir répondre véritablement aux questions qui concernent les jeunes. Aujourd'hui, on assiste à la question des fake news. On se retrouve aujourd'hui avec des personnes qui essaient de manipuler l'information. Il faudrait que les juridictions continuent davantage avec les organes qui sont véritablement spécialistes en la matière, puissent véritablement régler le domaine afin qu'on se retrouve avec des problèmes qui sont véritablement réglés. Et comme je le disais dès l'entente de mes propos précédents, on parle ici de l'avenir des milliers de jeunes en Côte d'Ivoire. Et qu'on le veut ou non, l'avenir va s'écrire avec ou sans ces jeunes. Mais la meilleure manière, c'est qu'on va appeler la participation significative, où ces jeunes-là doivent participer véritablement afin qu'on puisse se retrouver avec des jeunes qui participent véritablement aux institutions de la République, qui participent à la vie de la nation. Et cela se fait aussi par le respect de nos institutions, des engagements qui ont été pris, mais également aussi de la sanction qui est faite aussi également aux infractions qui sont commises. Mademoiselle Kwaku Maïmouna, cette prochaine question vous est adressée. Dans quel rôle stratégique les jeunes, en particulier les femmes ivoiriennes, peuvent-elles jouer dans la consolidation de la paix et la stabilité socio-politique en Côte d'Ivoire? Vraiment, merci pour cette question. Et je suis tellement heureuse de l'entendre parce que, en tant que femme, comme je le disais dès l'entame de mes propos, qui de mieux placé que nous-mêmes pour exprimer les choses que nous vivons au quotidien. Et parler de la responsabilité des jeunes et plus particulièrement des femmes en période post-électorale, c'est parler d'une responsabilité historique. Quand on prend un peu les élections en Côte d'Ivoire, on se rend compte que toutes, ou du moins quasiment toutes, ont été marquées par des violences. Et lorsque ces violences surviennent, qui sont les premières victimes? Ce sont les femmes. Qui sont les premières victimes? Ce sont les femmes qui souffrent. Ce sont les femmes qui souffrent des familles déplacées. Lorsque les hommes vont combattre, ce sont les femmes qui restent avec les enfants. Et l'éducation des enfants devient très compliquée en période électorale.
Mais paradoxalement, le constat qui est fait aussi, c'est que les femmes ont tendance à s'effacer. Elles ont tendance à se dire qu'elles n'ont pas de rôle, elles n'ont pas de place dans le processus de paix. Pourtant, c'est bien le contraire. C'est tout le contraire. Parce que la femme, comme tout autre individu de la société, à partir du moment que vous vivez dans la cité, vous devez participer à la vie de la cité. Et en tant que femme, vous devez participer également à la vie de la cité. Mais comment est-ce que cela se fait de manière concrète en tant que femme? Comment est-ce qu'on participe au processus de paix après les élections, par exemple, post-électorales? Alors, tout comme les jeunes, les femmes aussi doivent se former. Mais déjà, c'est un travail psychologique même qui doit être fait. Parce que ce blocage, il est psychologique. Les femmes, elles ont tendance à se mettre des barrières, à se dire que la politique, c'est pour les hommes, la politique, c'est pas pour les femmes. Mais après, c'est justifié aussi parce que quand on regarde un peu en période de guerre, ce sont les femmes qui sont victimes de violences, de viols, par exemple. Donc, elles se disent que c'est un champ qui est vraiment trop dangereux pour les femmes. Donc, elles préfèrent s'abstenir et se contenter de faire leurs petites activités sur le côté. Pourtant, il y a des femmes qui ont la capacité et l'audace qu'il faut pour faire de la politique, mais elles ont ce blocage-là qui est psychologique. Et donc, après ça, les femmes aussi sont de très bonnes médiatrices. Et quand on regarde, surtout dans nos sociétés africaines, les femmes ont cette approche unique-là d'approcher les communautés, les leaders et tout. Elles ont cette facilité-là à communiquer avec les autres. Et quand les femmes parlent, on écoute. On a tendance à dire dans notre jargon, la nuit porte conseil. C'est pas la nuit qui porte conseil, c'est la femme qui parle à son homme. Quand la femme parle, on l'écoute. Et la femme aussi est éducatrice, que ce soit à la maison, dans nos quartiers, dans nos écoles. C'est à la femme aussi d'inculquer ces valeurs-là aux enfants. Parce que si on parle d'un point de vue psychologique, l'enfant, à partir d'un certain âge, comme je vais dire, à partir de 6 ans, 7 ans, c'est pendant ce âge-là que l'enfant va acquérir des aptitudes, des valeurs et des attitudes qui vont lui permettre d'affronter la vie active. Et dans les écoles et tout, on a des maîtresses aussi qui sont là, donc elles peuvent jouer ce rôle-là de formatrice avec ces tout petits. Mais après aussi, il faut que les femmes aussi soient des leaders politiques. Faut pas dire que la politique c'est que pour les hommes, il faut que les femmes aussi mettent leurs pieds dans la politique. Vous pouvez faire de la politique tout comme les hommes. Il suffit d'enlever ces blocages mentaux que vous mettez et les choses vont se mettre en place. Je vous remercie. Comme vous le savez, nous sommes en période électorale. En octobre, les Ivoiriens s'apprêtent à élire leur président. Et la question qui arrive, c'est comment savoir, comment rendre du moins ces élections apaisées, et cette question adressée à toute l'Assemblée. Donc, je vais donner la parole à M. Adama pour y répondre. Merci pour cette brillante question. J'avoue que je suis tout à fait heureux de pouvoir répondre à cette question. Comment rendre les élections apaisées? On doit rendre les élections apaisées. Nous avons l'obligation de pouvoir participer et rendre nos élections apaisées. Parce que la vérité, qu'on le veut ou non, c'est lorsqu'il y a la paix qu'on arrive véritablement à bien fonctionner au sein de l'État de Côte d'Ivoire. Qui parle de paix, parle d'attirement des investisseurs, on parle de croissance économique et bien d'autres choses. La paix, comme le disait certains, la paix est le fondement de toute nation. Et comment faire concrètement pour pouvoir avoir, ou du moins apaiser les tensions au niveau de la paix? Moi, j'estime qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation de pouvoir participer au processus démocratique. Si on estime aujourd'hui que X n'est pas notre candidat, alors allons voter contre X. Ou du moins, allons voter peut-être avec un bulletin blanc et on aura participé humblement à la consolidation de la paix. Au-delà de tout ça, il y a ce qu'on va appeler la bonne information. Qui parle de paix, parle de communication sur la bonne information. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse éviter les communications qui ne nous amènent pas à grand chose. Je prends l'exemple banal. Imaginez-vous, un fait se passe à Yopougon et le journaliste qui commente dit par exemple, un Ivoirien a tué un jeune BT. Or, peut-être l'information qui devait circuler est un homme a tué un autre homme. Mais là, le fait que l'information est manipulée en ajoutant, par exemple, un Djoula a tué un BT, le fait qu'on se trouve dans une circonscription qui peut avoir une autre connotation, on se retrouve à pouvoir raviver les clivages. Et donc, pour moi, il faut qu'on puisse communiquer. Il faudrait que nos propos, dans cette période-là, soient vraiment soignés, soient véritablement mesurés. Et comme le disait un philosophe, quand on nous pose une question ou qu'on est amené à répondre à une question, il faudrait qu'on puisse se poser 3 questions. Est-ce que l'information qu'on veut véhiculer, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle nous est utile ou encore est-ce qu'elle nous sera bénéfique et autres? Donc, quand on se pose ces questions-là, ça nous amène tout de suite à pouvoir s'assurer que ce que nous allons communiquer va véritablement contribuer à la consolidation de la paix. Comment rendre les élections apaisées? Je dirais même que les élections doivent être apaisées. Car lorsque nous sommes dans une période où tout va bien, le pays fonctionne parfaitement.
Déjà, ce qu'il faut savoir est que l'histoire des nations nous a toujours enseigné que la paix n'est jamais le fruit du hasard, mais le résultat escompté d'un engagement conscient de ses citoyens. En Côte d'Ivoire, au cœur de chaque processus électoral, un acteur se révèle incontournable. Qui est cet acteur? La jeunesse. Puisque la jeunesse représente à la fois la force numérique de notre nation et la force physique. Alors, avant, pendant et après les élections, c'est d'elle que dépend la consolidation d'une paix durable. L'Ivoirien a tendance, je dirais même en diamètre de l'Ivoirien, l'imagerie populaire a tendance à dire que la jeunesse n'est simplement que l'avenir de notre nation. Non, la jeunesse ne représente pas l'avenir simplement de notre nation, mais elle en constitue l'épine dorsale et le ferment de toute consolidation sociale et économique. Dans dans ce processus électoral dans lequel nous y sommes, il faudrait que la jeunesse sache quel rôle elle doit jouer dans le but qu'il y ait une paix garantie au niveau de notre société. Avant les élections, la jeunesse doit être le facteur de transmission, d'éveiller les consciences pour dire quel est notre rôle réellement. Et comme je l'ai dit avant, le rôle de la jeunesse est de participer de la manière la plus paisible dans les élections présidentielles. Et le second est pendant les élections. La jeunesse doit se transformer en gardienne. Pourquoi je dis gardienne? Pendant les scrutins, pour éviter toutes sortes de corruption et autres. Et enfin, après les élections, la jeunesse doit se transformer en vectrice et médiatrice de toute consolidation dans le but que la paix puisse régner sur tout le territoire ivoirien. Et ici, on sait quelques mots que je m'arrête. Alors, comment rendre les élections apaisées? Je dirais tout simplement que la jeunesse doit prendre sa responsabilité en main. À un moment donné, il faut qu'on arrête d'hériter de la haine que certaines personnes nous ont laissée. La preuve en est, moi je suis Maïmouna Kouapou. Et la Côte d'Ivoire, c'est un pays de brassage culturel. On ne doit pas faire de distinction entre une personne qui vient du Nord et une personne qui vient du Sud. On ne doit pas aussi s'appuyer sur des choses que les gens ont déjà vécues dans le passé pour se faire notre idée. C'est pour ça qu'il est important en fait d'avoir une éducation civique. Et dans ce sens-là, le réseau Youth for Peace est la bienvenue. On donne des séminaires, on fait des formations, tout ça pour développer l'esprit civique des Ivoiriens. Et donc c'est très important en tant que jeune d'avoir cette conscience-là du rôle qu'on a à jouer dans le processus de paix. Merci à vous pour la réponse aux différentes questions. Nous sommes quasiment à la fin de notre séance et je vais donner la parole à chaque intervenant pour donner le mot de fin. Monsieur Konaté Adama, vous avez la parole. Je voudrais au thème de cette gamelle d'échange remercier la CIED pour cette belle lucane qui nous est accordée aujourd'hui, cette opportunité qui nous est donnée de pouvoir nous exprimer sur une question qui nous tient particulièrement à cœur. Moi, j'ai l'habitude de dire que demain commence aujourd'hui. Et si nous, les jeunes, nous voulons une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire épris de paix, il va falloir que dès aujourd'hui, on puisse véritablement participer à la vie de notre nation. Au-delà de tout ça, il faut dire que même après les élections, nous, les jeunes, nous avons cette possibilité de pouvoir participer véritablement au processus démocratique. Aujourd'hui, on a cette obligation-là de pouvoir, j'ai envie de dire, évaluer nos politiques, nos autorités, afin de s'assurer que les promesses de campagne qui ont été tenues sont véritablement respectées. En tout cas, c'est sur ces mots que je voudrais terminer mes propos. Moi, Adama Konaté, j'ai pris plaisir à pouvoir participer en tant que juriste internationaliste et humanitaire. Merci à vous. Au regard de nos différentes interventions, je dirais que nous avons fait en quelque sorte le décor du sujet, la consolidation de la paix avant, pendant et après les élections. Déjà, je tiens à remercier la CIED pour cette émission dans le but d'éclairer la lanterne de tout un chacun. Quand je parle de jeunesse, je ne peux pas que de la jeunesse, y compris moi, je fais partie de ce sol. Alors, le seul fait de dire que la jeunesse doit participer à une consolidation d'une paix durable ne doit pas être une simple formalité, mais doit être fait de manière permanente, agile. Nous devons être pragmatiques dans nos choix tout en consolidant la paix au niveau de notre société. Et je termine pour dire qu'un jeune qui apporte de bonnes initiatives positives dans le but de préserver la paix est le meilleur jeune. Moi, Doumia Mohamed, juriste et analyste de la vie publique, cela fut un plaisir pour moi d'y être sur ce plateau. Alors, nous sommes déjà à la fin.
C'était vraiment un plaisir. J'ai même pas vu le temps passer tellement que les échanges étaient vraiment très riches. C'était un véritable honneur pour moi d'être là aujourd'hui. Et comme on le dit, soyez le changement que vous voulez voir. Et moi, en tant que jeune, je prends part à cette initiative. Ça veut dire que je dois être le modèle que je veux que les gens, dont je veux que les gens s'inspirent. Et en tant que jeune, prendre part à ce genre d'initiative, c'est une manière pour moi de faire passer le message à mes autres frères et sœurs qui sont dans la société et tout. Alors, je termine sur ça. Comme le disait Félix Houphouët-Boigny, la paix, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Et nous, en tant que jeunes, nous devons montrer à travers nos actions, à travers nos comportements, que nous voulons effectivement prendre part à ce processus de paix. Parce que sans paix, il n'y a pas de développement. Sans paix, il n'y a pas de travail. On a tous intérêt à maintenir un climat de paix. C'était Maïmouna Kouakou, politiste de formation et responsable de la commission Femmes, Paix et Sécurité au niveau du réseau Youth for Peace Côte d'Ivoire. Chers tous, nous sommes malheureusement à la fin de l'émission. Merci à vous d'avoir regardé l'émission et à la prochaine.